Freud parle des actions d'un État en guerre. Je cite: L'État a interdit à l'individu l'usage de l'injustice, non parce qu'il veut l'abolir, mais parce qu'il veut en avoir le monopole, comme du sel et du tabac. L'État qui fait la guerre se permet toutes les injustices, toutes les violences, ce qui déshonorerait l'individu. Il se sert contre l'ennemi non seulement de la ruse autorisée, mais aussi du mensonge conscient et de la tromperie délibérée. Fin de citation. Donc un État baisse son niveau de civilité et ses principes moraux dus à la guerre. Et il ne faut pas le lui reprocher car s'il ne le fait pas, ça lui porterait préjudice. Et puis Freud nous dit que le relâchement moral d'un État a une répercussion sur la moralité d'un individu. Dans le sens où si l'État baisse ses exigences morales, celles de l'individu vont diminuer de facto. La moralité d'un individu n'est pas un juge inflexible comme les moralistes le pensaient, par exemple en suggérant que notre morale est innée et que le bien et le mal aussi, mais plutôt qu'à l'origine notre morale est angoisse sociale. C'est-à-dire que l'individu tend à bien se comporter entre ses désirs et les attentes sociales extérieures pour éviter l'angoisse sociale. Donc cette angoisse sociale le guide dans ce qu'il faut faire ou non. Sa conscience morale est donc basée sur l'angoisse sociale. Ainsi, il est possible de commettre des actes barbares et cruels même si la société avait un degré de civilisation élevé, car tout simplement, si la société permet le crime en arrêtant de sanctionner, il n'y a plus d'angoisse sociale. S'il n'y a plus d'angoisse sociale, il y a moins d'inhibition comportementale. Il y a moins d'angoisse sociale parce que les attentes sociales extérieures ont changé. Elles permettent désormais d'accéder plus facilement à ses désirs et aussi d'exprimer ses pulsions. De plus, on peut s'étonner quand chez l'homme éduqué, le mal réapparaît dans toute sa virulence. Mais en réalité, le mal n'est jamais parti. Il n'a jamais été exterminé par l'éducation et la socialisation. Le mal était tout simplement à l'état latent. Ça s'explique par le fait que l'homme a par essence des pulsions, et ces pulsions tendent à la satisfaction de certains besoins originels. Par exemple, le besoin de survie. Donc le mal commis provient de certaines pulsions. Ces pulsions qui sont rejetées par la société et considérées comme mauvaises sont appelées par Freud pulsions primitives. Toutefois, Freud nous dit que ces pulsions ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature, mais que nous les classons comme ça en fonction des besoins et des exigences de la communauté dans laquelle on est. D'ailleurs, cette dernière phrase me fait énormément penser à un sociologue, je fais référence à Durkheim, qui disait que nous ne réprouvons pas une action parce qu'elle est un crime, mais elle est un crime parce que nous la réprouvons. En gros, il n'y a pas de crime par essence, mais plutôt un rejet d'une action par la communauté, ce qui en fait un crime. Et on sait qu'en fonction d'une époque, les règles sociales et les interdits sont différents. Freud nous dit que les pulsions égoïstes, primitives ou encore mauvaises, sont remaniées au cours de la vie d'un homme grâce à deux facteurs, un facteur interne et un facteur externe. Le facteur interne correspond aux pulsions égoïstes qui sont transformées en pulsions sociales sous l'influence de l'érotisme, le besoin d'amour de l'homme au sens large. Le facteur externe, lui, correspond à l'éducation qui représente les exigences de la civilisation. Je cite: La civilisation a été acquise par le renoncement à la satisfaction pulsionnelle et elle réclame de chaque nouveau venu qu'il accomplisse le même renoncement pulsionnel. Fin de citation. La satisfaction pulsionnelle est égoïste car elle est dans l'intérêt d'un individu, tandis que le renoncement pulsionnel permet d'inhiber ces pulsions égoïstes et prendre part à l'intérêt de la communauté. L'aptitude à la civilisation résulte du remaniement des pulsions égoïstes en pulsions sociales sous l'influence de l'érotisme. Pour Freud, l'aptitude à la civilisation a une composante innée et une composante acquise. La composante innée de l'aptitude à la civilisation est la disposition des hommes, dès leur naissance, à transformer les pulsions égoïstes en pulsions sociales. Cette disposition a été héritée de leurs ancêtres. La composante innée est donc le facteur interne qui permet de remanier les pulsions. La composante acquise de l'aptitude à la civilisation est l'éducation, qui participe à la transformation pulsionnelle qui s'accomplit au cours de la vie. La composante acquise est donc le facteur externe qui permet de remanier les pulsions. Aujourd'hui, on peut améliorer la psychanalyse en lui ajoutant des concepts par rapport à la composante innée. Je ne crois pas qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il y a des pulsions égoïstes transformées en pulsions sociales sous l'influence de l'érotisme,
Mais on peut dire qu'on a une capacité innée à la civilisation grâce à notre cerveau bien circuité. Grâce au néocortex, grâce au cortex frontal, on a des capacités cognitives et affectives qui nous permettent le langage, la réflexion, le jugement, l'anticipation et l'empathie. Ça nous permet de faire société. Par rapport à la composante acquise, on peut penser à la socialisation primaire et secondaire de Muriel Darmon qui permet de façonner un individu au début, surtout, de sa vie, puis au cours de sa vie, et au développement personnel qui le pousse à apprendre à mieux se connaître.